Donc aujourd'hui, je viens vous présenter donc, ce travail qui est en collaboration entre le LAMETA, avec Sébastien Roussel, Jean-Michel Salle et moi-même. C'est un travail de ma thèse qu'on a réalisé en collaboration avec John Thompson du CEF également et Dorothée Labaraque pour le bureau d'études Aegis Environnement. Donc j'ai commencé par des petits éléments de contexte, même si ça peut paraître évident. En fait, les infrastructures, on le sait tous, de transport ont une réelle utilité sociale. Cependant, elles représentent un impact environnemental fort. Et pour déterminer les projets, pour élaborer les projets, les évaluateurs ont deux outils. Le premier est l'étude d'impact, qui a trois séquences. Donc le premier, c'est éviter, puis réduire, puis compenser les impacts résiduels. Seulement, ces études d'impact manquent parfois d'arguments forts pour défendre des tracés, et notamment des tracés qui contiennent de la biodiversité ordinaire. Ensuite, le second outil qui est utilisé pour l'arbitrage dans les projets, c'est le bilan socio-économique où on va comparer les avantages d'un projet et les coûts de ce projet. Seulement pour le moment, dans ces projets d'infrastructures de transport, l'environnement n'apparaît pas comme une externalité, ou en tout cas pas la construction d'infrastructures. Donc, en fait, le point de départ de ce travail, c'est d'intégrer de manière plus explicite l'environnement dans les projets d'infrastructures de transport. Et pour cela, on a adopté une approche par les services écosystémiques. Et on a essayé de voir et de mesurer et de prendre en compte la perte de services engendrée par les différentes variantes d'infrastructures, c'est-à-dire les tracés, et comment on va choisir les tracés, et de mesurer sur chaque tracé la perte de services écosystémiques engendrée. Donc, c'est un exemple qui est souvent utilisé pour voir l'utilité du concept des services écosystémiques, et en soi, il est souvent utilisé pour illustrer, mais il n'est jamais appliqué. C'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai commencé ma thèse. Et il est souvent pris pour illustrer, et on le prend... il y a beaucoup de rapports qui préconisent la prise en compte dans le cadre de ces projets, mais très peu qui le font réellement. Évidemment, prendre en compte les services pose énormément de défis dans ce cadre, dans ces projets-là, qui sont à la fois méthodologiques et opérationnels. Et donc, je vais essayer de vous montrer un peu ces défis, lesquels c'est, et rapidement. Donc, le premier type de défi, ce que j'ai appelé défis méthodologiques principaux, c'est qu'on va essayer de regarder donc, la perte de service sur des tracés. Pour pouvoir réellement comparer les tracés, une variable importante, c'est la dimension spatiale des services. Puisque les services ont une dimension spatiale à la fois du côté des fonctions écologiques, donc ce qu'on peut appeler un peu l'offre de services, même si ça ne va pas trop plaire, mais l'offre, donc les fonctions écologiques qui vont dépendre du positionnement de l'écosystème, de la taille de l'écosystème, de la topographie, de l'hydrologie, etc., du climat. Et de l'autre côté, on va avoir la demande des sociétés. Et cette demande, elle va aussi dépendre de où se situe une ville par rapport à une forêt. Est-ce qu'il y a beaucoup de forêts autour de cette ville, etc., etc. Donc ça aussi, c'est une variable qui va influencer, si vous voulez, l'utilité de ce service par rapport aux populations. Ensuite, la valeur va donc dépendre de ces substituts potentiels, de la présence potentielle de ces services et donc de l'utilisation de ces services. Ensuite, le deuxième défi important, c'est que les impacts de l'infrastructure doivent être caractérisés. Et ça, ce n'était pas forcément fait. Et donc, on a axé notre travail principalement là-dessus. À savoir, donc l'infrastructure va passer sur des écosystèmes et on considère en général uniquement la perte directe, c'est-à-dire la perte de service qui va être la surface qui est directement touchée par les écosystèmes, par l'infrastructure. Donc la surface directement touchée par l'infrastructure, sauf qu'on peut avoir aussi des pertes qui sont indirectes et qui vont au-delà de cette surface touchée. Donc voilà, ça c'était le deuxième défi.
Côté opérationnel, pour que cette prise en compte soit réaliste et utile, les défis sont principalement qu'on s'inscrit là dans un processus d'étude qui est en entonnoir, c'est-à-dire que dans une étude d'impact, on va passer de très grandes aires d'études à des aires d'études de plus en plus fines. Et on voulait savoir un peu comment cette prise en compte pouvait s'intégrer dans ce processus existant. Et ensuite, on étudie des tracés qui traversent énormément d'écosystèmes multifonctionnels, qui sont longs. Donc, il y a réellement un équilibre à trouver entre fiabilité de la mesure qu'on va faire et la reproductibilité. Alors, on a fait un cas d'étude sur un projet de ligne à grande vitesse existant. On a comparé deux zones. La première zone, on avait 3 tracés. Le troisième tracé étant plus long. Et sur la seconde zone, on avait 2 tracés où il n'y avait pas eu, pendant l'étude d'impact, d'arguments forts pour défendre l'un ou l'autre tracé. Donc, on voulait voir qu'allait apporter l'étude pour les services. Donc, ça, c'est le plan. Alors, donc l'enjeu ici, c'était donc de prendre en compte de multiples services, dont à la fois la présence, la fourniture, la demande des services, la perte dépendent du contexte spatial. On a étudié donc tous ces services-là. Donc ce que je vais faire, c'est me présenter l'approche générale, pas quelle méthode on a utilisée pour chaque service. Je vais juste prendre 2 exemples et je vais vous montrer donc le cadre méthodologique principal. Donc ça, c'est le cadre méthodologique. On commence donc par identifier la présence potentielle à partir des typologies d'occupation du sol que l'on avait. Et donc, on a identifié la présence potentielle des services écosystémiques. Ensuite, on a fait une typologie à partir de la littérature des impacts qu'avait l'infrastructure sur ces services, que ce soit une perte plutôt directe, une perte indirecte ou des effets de seuil par rapport au passage de l'infrastructure. Ensuite, l'étape d'après, c'est donc d'évaluer en termes biophysiques et pour les conditions initiales l'offre de services en termes biophysiques, puis le changement par rapport à quand le projet est là, et enfin d'évaluer la perte économique liée à cette perte biophysique. Alors, pour cette présence, on l'a faite à partir de la littérature principalement, et en mettant différentes hypothèses spatiales. L'offre a été ensuite déterminée par différents modèles, par type d'écosystème et par type de service, qui visaient donc à prévoir les flux fournis par l'aire d'étude. Donc là, je vous ai mis l'exemple de la régulation, d'un service de régulation qui est le contrôle de l'érosion. Et donc, on a modélisé ce service de régulation, de contrôle de l'érosion par la végétation présente. Un deuxième exemple, c'était là, ici, le climat local. Et c'était notamment le climat local, la régulation du climat local faite par les haies qui protège des cultures. Donc, c'est par rapport à la hauteur de la haie, c'est par rapport au fait qu'elle soit adjacente à une culture. Ensuite, pour la typologie d'impact, donc on a déterminé 3 types d'impact par rapport à ces services. Le premier est donc l'impact sur la connectivité du paysage, c'est-à-dire quand l'infrastructure vient fragmenter un corridor, quand il vient fragmenter un réseau écologique. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on ne va pas considérer uniquement la perte directe d'une infrastructure, c'est-à-dire uniquement ce qui est contenu dans le tracé de l'infrastructure, mais le fait qu'on coupe un corridor et que donc cette perte va bien au-delà du tracé même de l'infrastructure. On a considéré donc un second type de perte, donc sur des écosystèmes particulièrement sensibles et qui ont une échelle fonctionnelle assez petite.
c'est donc des seuils où on considère que la perte est totale quand un pourcentage important de l'écosystème est touché par l'infrastructure. Donc, en résumé, on a au final la perte considérée est à la fois le mix entre cette perte indirecte et la perte directe de l'infrastructure. Pas cette souris. Ensuite, pour l'évaluation, on a utilisé différentes méthodes, des prix de marché ajustés, des méthodes basées sur les coûts. On a calculé aussi des parts de production agricole qui seraient perdues suite à la perte d'un service de protection, par exemple des haies, et du transfert de bénéfices. Ensuite, pour certains services, les valeurs ont été réadaptées selon la localisation des bénéficiaires et l'accessibilité à des systèmes concernés. Alors pour les résultats ici, donc c'est les tracés que je vous disais tout à l'heure. Donc dans la première zone, on a 3 tracés, dans la seconde zone, 2 tracés. Donc on a pu voir que ça donne des éléments quantitatifs pour la comparaison du tracé. Et que le tracé le plus long n'était pas nécessairement le plus impactant. Là, c'était le cas pour la première zone et ensuite pour la seconde zone, donc de pouvoir un peu voir quels étaient, même s'il s'agit de biodiversité ordinaire, quels services sont rendus sur ces 2 types de tracés. Ensuite, ce que ça peut permettre également, c'est que pour la solution retenue, donc là, on était principalement dans le côté réduire de l'étude d'impact, c'est-à-dire éviter, pardon, le côté éviter de l'étude d'impact. Pour le côté réduire, c'est que ça pourrait permettre donc de tester le caractère coût-efficace d'une mesure de réduction. Et ça, on l'a fait, par exemple, par rapport à un passage à faune, voir le passage à faune, quelle est son efficacité et le comparer avec la protection du service qu'il rétablit. On a vu également par rapport à ces résultats qu'il y avait une réelle importance de prendre en compte la dimension spatiale des services, d'une part pour estimer plus précisément la perte engendrée par chaque tracé, et d'autre part pour localiser et identifier ces pertes économiques dues aux impacts. On a redéroulé toute l'approche que je vous ai présentée tout à l'heure avec une typologie d'occupation du sol moins précise, puisqu'on était en Corine Biotope. Là, on l'a fait avec une typologie moins précise qui est donc Corine Lankover. Et on a vu que pour certains services, ça sous-estime largement la perte. Et que pour ces services-là, ça peut même faire changer l'arbitrage entre les tracés. Enfin, on a vu que ne pas considérer les pertes indirectes, donc ces pertes plus grandes que le tracé de l'infrastructure directement, entraîne une sous-estimation importante de la perte et peut aussi faire changer l'arbitrage. Pareil pour les seuils d'artificialisation des écosystèmes. Donc tout cela pour dire que ça peut offrir des outils méthodologiques pour identifier et localiser les interactions plus importantes entre socio-économie et environnementale. Et ça peut donc arriver en outil complémentaire à l'étude d'impact déjà existante. Donc ce n'est pas pour la remplacer, c'est pour être complémentaire en offrant une approche un peu plus fonctionnelle et une meilleure connaissance des impacts et des coûts sociaux qui sont associés à l'infrastructure aussi. Et au niveau opérationnel, l'intégration offre donc un meilleur outil pour le choix de tracé. Pas un meilleur outil, mais un critère de plus pour cet outil de choix de tracé. Alors évidemment, il y a pas mal de limites puisqu'il y a peu de travaux là-dessus, donc il fallait commencer par quelque chose. C'est améliorable évidemment. D'une part, on pourrait augmenter le nombre de services étudiés, on n'a pas pu être totalement exhaustif. D'autre part, on a eu un peu le travers des études d'impact existantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas considéré la dynamique des services, j'ai fini. On n'a pas considéré la dynamique des services, c'est-à-dire qu'on a considéré que les écosystèmes présents continueraient en statu quo pendant les années futures. Ensuite, il faudrait voir aussi l'articulation avec les mesures, surtout de compensation, même si, à mon avis, c'est un travail encore important par rapport à ça.
Et par rapport aux discussions de ce matin, on ne s'est pas non plus posé la question de l'arbitrage entre services, et notamment voir quel service, compromis entre services, et entre biodiversité et services. Donc j'ai pu voir une présentation de Sandra Lavorel il n'y a pas longtemps. Elle disait que c'était vraiment pas forcément compatible. Donc il y a des modèles maintenant qui maximisent les services sous contrainte de biodiversité. Et ça, ce serait une perspective intéressante. Merci pour votre attention. C'est une route. Merci, Léa. Donc, des questions. Enfin, cet après-midi, il y a 5 minutes de moins, donc effectivement, c'est un peu juste pour les présentateurs. Surtout pour ceux qui ont abusé ce matin, je m'en ai passé. Oui. Je voulais savoir, dans les impacts indirects, est-ce que vous prenez en compte, ou est-ce qu'il est possible de prendre en compte les impacts indirects de l'existence de l'infrastructure elle-même, à savoir que, par exemple, sur une infrastructure linéaire, on va avoir plus de déplacements, éventuellement de l'étalement périurbain parce qu'une meilleure accessibilité, etc. Est-ce que c'est des choses... Les effets induits un peu de l'infrastructure, ouais. C'est ça? Non, on ne l'a pas pris en compte. Mais c'est vrai que ce serait, à mon avis, une perspective... Le problème, c'est qu'il faudrait du coup faire des scénarios où on prévoit ces effets induits et qu'on les localise aussi, quoi. Mais c'est possible, à mon avis, après, avec beaucoup d'incertitudes, évidemment, mais... Voilà, comme... Okay. Voilà. Moi, c'est un peu dans la même direction. Est-ce que c'est... Moi, je suis toujours impressionné par l'évaluation des services comme ça, complètement déconnectés des acteurs locaux. Parce que, a priori, il n'y a pas eu de mise en relation de ces résultats-là, où à aucun moment ils ont été produits avec les acteurs locaux. Et donc, je me demandais... à défaut d'échanges avec les acteurs locaux, est-ce qu'au moins dans le dispositif qui permet d'évaluer les services écosystémiques, est-ce qu'il y avait autre chose que des économistes et des écologues qui pouvaient faire ce travail-là? Faire ce genre d'évaluation, moi il me semble, c'est un peu dans la même lignée, il me semble que typiquement on aurait tout intérêt à impliquer, je sais pas moi, des ruralistes, des urbanistes, des... Il y avait le bureau d'études qui est spécialiste du coup en aménagement du territoire et qui a fait... Qui était représenté par le seul bureau d'études. Oui, effectivement, mais qui a fait toute l'étude d'impact avant et qui connaissait bien le terrain, qui avait fait des études de terrain pour réaliser toute l'étude d'impact sur ça. Mais effectivement, si... là, il y avait une tempe... Vous n'envisagez pas dans votre développement méthodologique à un moment donné de concevoir une étape où vous allez discuter de vos évaluations avec des spécialistes de cette région, des géologues, des spécialistes de l'eau, des hydrologues? Oui, effectivement, ce serait une bonne chose. Après, on n'est pas totalement déconnecté puisqu'on est sur des modèles qui intègrent ces choses-là et puis avec des aménageurs du territoire qui ont ces données-là et qui sont sur les données locales. Mais après... effectivement, là, il y avait cette temporalité qui a fait qu'on a fait après notre étude et après cette étude d'impact, qui ne serait peut-être pas le cas si on voulait l'utiliser comme outil de choix de tracé. Et effectivement, si c'est le cas, ce serait important, à mon avis, de le faire.